session. Merci d'être encore là, malgré l'heure de digestion. Donc, la session sur le thème récursif de concevoir un thème performant. Voilà, comme ça, je risque d'en avoir besoin là je trouve que les conférences s'allongent de plus en plus. Et je passe à la fin, donc ça devient vraiment difficile. Bon, alors, à propos de moi, vous avez le malheur de me connaître depuis un moment déjà. Donc, je suis né déjà au siècle dernier, juste après le choc pétrolier et l'élection de Giscard, donc je décline toute responsabilité. Tanguy, lui, était né juste avant. Avant FileMaker, j'avais une vie, je faisais des films, et voilà, suite à une stupide erreur administrative. Je suis passé de filmmaker à FileMaker. Je hante la conférence depuis 2007, ma première était déjà à Lyon, ce qui donne une idée du temps qui passe comme ça. Et j'ai le plaisir d'avoir fondé One More Thing, dans laquelle ma grande bande de copains dingues là, que vous avez vus m'a fait le plaisir de me rejoindre. Et voilà, c'est très chouette. Juste un tout petit mot qui n'est pas dans la bio ici, mais avant d'être chez One More Thing, j'étais comme plusieurs personnes dans la salle chez BHCA, dont certains savent peut-être que malheureusement le patron nous a quittés récemment. Donc voilà, un petit salut à lui, d'autant que la session part de l'interface et que c'est vraiment la personne la plus tatillonne, on va dire, mais donc dont on a le plus appris sur ce point. Voilà, je suis développeur certifié FileMaker 14. Mais Martial m'a expliqué que toutes les sessions aux États-Unis commençaient par une présentation sur les petits hobbies personnels. Et donc voilà, je m'adonne à la chute libre. Je m'occupe aussi de mes 2 filles. Et voilà. Donc, rien d'autre à dire là-dessus. Donc, le programme de la session. Donc, l'organisation interne des thèmes et styles, sur le plan un peu technique, comment ça se passe dans FileMaker. Les nouveautés de FileMaker 14, et particulièrement les thèmes minimalistes. Donc, on verra ce qui est dans le thème, ce qui n'y est pas. Concevoir un thème performant pour l'affichage d'une part, mais aussi dans le cadre du développement, c'est-à-dire performant pour vous. Et on parlera de nomenclature, voilà, c'est un sujet qui, je crois, intéresse parce que je pense que personne n'a encore trouvé de nomenclature dont il soit parfaitement content, y compris nous-mêmes, pour le nommage des styles. Donc, on en parlera un petit peu. Voilà, donc l'organisation interne, il faut vous dire que je découvre un peu ma session en même temps, mais c'est très bien. Donc, la hiérarchie des attributs selon l'endroit où ils sont définis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument comprendre, qui a un impact et sur les performances techniques d'affichage et sur la facilité avec laquelle vous allez pouvoir profiter du fait que maintenant ces modèles sont en CSS et donc dans la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir développer. Donc il faut bien comprendre cette hiérarchie. Donc un attribut peut être défini en différents endroits. Ok, donc un endroit qu'on ne mentionne jamais, mais c'est par défaut dans l'application. Il y a des choses qui ne sont pas accessibles nulle part, qu'on voit nulle dans le thème, ni dans les styles, ni dans rien du tout, mais qui sont là. Par exemple, vous pouvez regarder le code CSS de certains thèmes, et vous verrez par exemple qu'il est fait une mention nulle part de police de caractère, par exemple. Alors la police de caractère qui est appliquée quand il n'y a aucune information, c'est Arial. Bon, ça c'est quelque chose qui est comme dans un thème interne, simplement un thème auquel on n'a pas accès. Donc il y a ensuite l'échelon d'après, c'est le thème. Ensuite, dans le style par défaut. Donc vous savez que pour chaque
type d'objet, vous avez un style qui s'appelle défaut, que vous ne pouvez d'ailleurs pas renommer, et il sert de référence pour ce type d'objet. D'accord? Ensuite, dans d'autres styles, des styles personnalisés, que vous auriez pu définir, y compris qui peuvent être fournis déjà dans le thème à la base, qui dépendent, qui sont quand même liés au style défaut. Et dans un style, on parle encore là de style, mais non enregistré dans le thème, c'est-à-dire un style qui est uniquement sur un modèle. Enfin, localement, c'est-à-dire dans l'objet lui-même, vous avez un texte, vous cliquez sur le bouton aligné à droite, le texte est aligné à droite pour cet objet, c'est pas dans un style. Là, on parle plus de style. D'accord? FileMaker, lui, va procéder à ces ces recherches d'attributs dans un ordre bien précis, qui est celui-ci. D'accord? Donc, tout à fait logiquement, il va aller partir de l'exception et aller vers le général. Si par exemple, prenons l'attribut alignement du texte, il va regarder, est-ce que dans l'objet lui-même, vous avez défini un élément? Oui, bon, mais il l'applique. Non, il remonte au niveau au-dessus. D'accord? Est-ce que dans le style non enregistré, s'il y en a, bon, et etc. Vous comprenez ce que c'est qu'une flèche? Oui. Je ne vous refais pas tout le chemin dans l'autre sens. Ok, la cascade que est entre guillemets, ah oui, j'ai oublié de mettre des guillemets n'importe quand comme Tanguy, là, alors donc la cascade cette fois-ci, donc les états héritent des attributs de l'état normal, d'accord? Donc là aussi il y a une hiérarchie qui est rarement mentionnée, mais quand vous définissez un attribut dans l'état normal de l'objet, pas de vous-même, il est répercuté dans les autres états, sauf si bien sûr dans ces autres états il y a une information contraire. D'accord? Les styles héritent du style qui s'appelle défaut, d'accord? Celui qu'on peut renommer. Ok? Le style hérite du thème. C'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vu à la diapo précédente, mais on parle bien ici d'héritage, c'est-à-dire que on va voir ensuite en application. Le thème hérite du thème par défaut, hein, le thème caché. Voilà. Alors, je pense que là, ce serait le moment de vous faire une démo. On va faire ça. Donc ici, j'ai, par exemple, j'ai ouvert un fichier, voilà, j'ai créé un magnifique fichier, et un modèle utilise le thème qui s'appelle en anglais Enlightened et en français lumineux, je sais plus. Pardon? Éclairé? Pardon. Donc, j'ouvre le thème. Là, j'ai fait quoi? Je suis juste allé ouvrir le fichier CSS qui représente ce thème-là. D'accord? Donc, on voit ici qu'on est en CSS. Voilà. Donc, le thème CSS, vous voyez bien à l'écran ici? Un petit zoom, ça se pose? Bon, c'est du CSS. Voilà. Hein. Donc, on dit, par exemple, voilà, je vais prendre un truc facilement. Voilà. Un titre qu'on mettrait dans le header, c'est-à-dire l'entête, voilà, aurait ces attributs-ci. Ok? Si, par exemple, voilà, le premier niveau de sous-récapitulatif, voilà comme il est décrit, etc., etc. D'accord? Et puis, vous voyez que pour chaque type d'objet, eh bien, il y a une description de comment il apparaît. Et également, on voit pour certains états. Donc ici, ben voilà une edit box, c'est-à-dire un simple champ texte. Hein. Voilà à quoi il ressemble. Donc ici, on voit que ça, c'est du blanc. On voit la largeur de la bordure, donc du cadre, etc., etc., etc. OK? Ouf. Pardon. Si je vais sur le thème suivant, je vais voir
que j'ai un thème ici, qui est un nouveau thème de la 14, dont je vais revenir ici, ensuite vous en parler dans quelques secondes. Non, je peux vous en parler en fait maintenant. Voilà. Donc ça, c'est le thème minimaliste, on va y revenir ensuite. Si j'ouvre le CSS, on voit que, enfin, ça se voit pas au premier coup d'œil d'ailleurs, mais il est beaucoup plus court. D'accord? Oui, mais je vais y revenir, à mon avis, il pourrait être encore beaucoup plus court que ça, mais donc voilà, ici on a un thème plus léger. D'accord? Maintenant, j'ai un thème qui est un thème personnalisé. D'accord? Donc il n'y a pas de fichier externe cette fois-ci. Donc je ne peux pas vous le montrer sans CSS. Je peux par contre aller vous montrer voilà, qu'il est ici personnalisé. On voit, hein, entre crochets, ce sont les thèmes fournis, merci. Et celui-là, il est personnalisé. OK? Voilà. Alors, avec les thèmes du fichier, il faut bien comprendre que une fois que le thème, le CSS qu'on a vu là, est utilisé une seule fois dans le fichier, il est importé dans le fichier binaire FMP12, d'accord, de telle manière à ce qu'il soit, comme tout le reste avec FileMaker, transférable dans le même fichier. Hein, si vous voulez envoyer un fichier, vous n'avez toujours l'idée de base de FileMaker, aucune dépendance avec un fichier externe. Donc, une fois qu'on a appliqué ce thème, il est stocké dans le fichier. Il ne bouge plus. Vous pouvez toujours vous amuser à changer le CSS. Ça n'aura aucune espèce d'effet. D'accord? À moins de le réimporter en tant que nouveau thème. Et je ne sais même plus. Oui, si, il y a toujours moyen de le faire, mais voilà, c'est figé. OK? FileMaker déconseille de modifier le CSS de base. D'accord? Donc, Yoris ne va jamais le faire, par exemple. N'est-ce pas? Les thèmes sont importés d'un fichier à l'autre, mais pas centralisés. Donc ça, il faut faire attention si vous travaillez avec des fichiers multiples qui ont plusieurs interfaces, enfin, avec des interfaces dans plusieurs fichiers. Évidemment, c'est, comme souvent, difficile à maintenir. À partir du moment où vous avez importé un thème d'un fichier dans l'autre, eh bien, les deux n'ont aucun lien entre eux. Il faut faire évoluer les deux en parallèle. La fenêtre de gestion des thèmes permet de savoir quels thèmes sont utilisés, mais pas sur quel modèle. Il est vrai que ça fait que 3 versions qu'on a des thèmes, donc il n'y a pas de raison de penser déjà à nous mettre une colonne supplémentaire. Et la fenêtre de gestion des modèles ne donne pas d'indication du thème. OK? Non plus. Attention, petit détail très agréable, en FileMaker 14, il est possible, comme tous les autres éléments, de copier un thème, d'accord, avec le raccourci clavier, pomme C, de telle manière à le coller et à le modifier dans Clip Manager. Dans la dernière version de Clip Manager. Ok, ça c'est très intéressant. Comme à chaque fois depuis Clip Manager, quand on recolle quelque chose, c'est un nouvel élément. Donc, on crée un nouveau thème. D'accord? On peut l'appliquer facilement, par contre. Ce qui est dans le thème et ce qui n'y est pas. Non, mais ceci dit, je voulais quand même j'ai prévu une démo sur la cascade et je ne vous l'ai pas montré, donc il faut quand même que je vous la montre. Je l'ai piqué à Martial en plus. Il a voulu me montrer la même chose l'année dernière, mais vous étiez tellement occupé à lui lancer des avions qu'à mon avis, je peux vous la remontrer sans que vous vous en rendiez compte. Alors, donc, ici, l'idée, ce qu'on veut voir ici, c'est donc j'ai un fichier avec un thème personnalisé, d'accord? J'ai un type d'objet qui est quoi? Je sais plus. Je sais plus ce que c'est comme type d'objet. C'est juste du texte, d'accord? C'est un libellé de texte. Pardon? Non? Non, parce qu'il y a... Ah si, peut-être. Ah merde. Bon, je sais plus. Ah non. J'ai fait ça? C'est possible. Alors, ici j'ai le style par défaut, d'accord? Ici vous voyez que j'ai modifié manuellement le fond et que j'en ai fait un nouveau style, d'accord? Dans celui-ci, j'ai modifié le contour et j'en ai fait un nouveau style, d'accord? Et dans celui-ci, j'ai modifié les deux. Ok? Donc l'idée de cascade ici,
c'est quoi? Et c'est plus de l'héritage qu'une cascade en réalité, parce qu'il n'y a qu'un niveau. C'est si je modifie le fond ici, d'accord? Je vais changer. Vous êtes d'accord, c'est vert, tout le monde voit vert. Attention, rien dans les mains, rien dans les poches. Je mets bleu. J'enregistre le style ici. D'accord? Qu'est-ce qui va changer? Voilà, rien du tout. D'accord? Enfin, lui-même a changé, les autres non. Pourquoi? Parce que lui, hein, il ne dépend pas de cet autre style. D'accord? Il dépend que du style par défaut. Ok? Je reviens en arrière. D'accord? Maintenant, je reviens sur mon style par défaut. Je modifie. Je vais le mettre toujours cyan, voilà. Ok? J'enregistre le style. Qu'est-ce qui va changer? Je vous ai vendu la mèche un peu, voilà. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, l'attribut fond, couleur de fond, d'accord, n'a pas été modifié dans ce style-là. Donc, FileMaker regarde, ouais, il n'y a rien au niveau de l'objet, il n'y a rien dans le style appliqué à cet objet, donc je remonte au style par défaut pour ce type d'objet, qui est celui-ci. D'accord? Et là, je viens de lui dire, bah, là, t'es cyan. Ok? Je reviens en arrière. C'est très important, parce que si maintenant je m'amuse à modifier le contour, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, voilà, sur suite gauche. Bah, si je mets rouge, on verra pas que ça n'influence pas les autres. Je vais mettre cyan. Voilà, je l'enregistre. Ok. Donc c'est vraiment important de réfléchir à ça. On n'a malheureusement pas beaucoup de niveaux de cascade. Il y a un niveau. Donc c'est même pas une cascade, c'est un héritage. Mais si on comprend bien ce mécanisme, on peut quand même arriver à changer notre charte graphique avec relativement peu de changements. D'accord? Si on a été dans chaque style, dire bah, ça c'est tel fond, ça c'est telle police, ça c'est tel. C'est autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. Pardon? À partir du moment ici où un attribut a été défini dans un style ou dans un objet, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas lui dire là toi tu reprends les attributs de défaut. Impossible. Impossible. Donc c'est là qu'il faut réfléchir avant d'agir. Pour une fois. Ok, donc qu'est-ce qui est dans le thème, qu'est-ce qui n'y est pas? Ça aussi, il faut bien le comprendre. Je vous ai fait une petite capture de l'inspecteur. Alors, l'onglet apparence. D'accord? On va regarder les onglets. Qu'est-ce qui est dans le style? D'accord? Parce que ceux qui connaissent CSS parce qu'ils ont fait du web vont trouver qu'il n'y a pas tout forcément qu'on peut trouver dans CSS. Tout ce qui est position, qui existe tout à fait en CSS sur le web. Hein, position, comment les objets flottent les uns par rapport aux autres, se positionnent, etc. On peut tout à fait le définir en CSS, mais FileMaker, non, il n'utilise pas ça. Donc, ok, ça on peut pas. Bah, les styles, ça n'a pas de sens, puisque c'est là que réside la définition du CSS, disons. L'apparence, oui. Tout ce qui est dans l'onglet apparence se retrouve dans le style. D'accord? Données, non. Et vous allez voir que c'est un peu dommage, ça. Ok. Dans notre nouveau HUD de configuration des boutons, qu'est-ce qui se trouve dans le style? Question. Interactivité. Pas la taille, pas les couleurs. Les couleurs? Nada, rien. On ne peut pas enregistrer dans votre style la taille des icônes, par exemple. Bon. Une définition d'une table externe. Non. Le format de modèle, ça serait bien, ça, de pouvoir définir des choses de ça. Non plus. Ok?
vous me croyez sur parole, mais je vous ai menti. Ça, par exemple, ça y est. Dans une table externe, le fait que l'état, qu'on active l'état survolé ou pas, ça c'est enregistré dans le thème, dans le style. Même chose pour les éléments de modèle qui ont les mêmes attributs, actif, survolé. Ça c'est enregistré dans le style. Si on regarde l'onglet données, c'est parfois un peu dommage de se dire que tout n'est pas dans le style, parce qu'il y a des choses qui nous intéresseraient bien. Par exemple, si je regarde de près cette partie de l'inspecteur, je vois que j'ai ici le style de contrôle. Le style de contrôle, non seulement c'est quand même important dans le thème, puisque c'est ça qui détermine le type d'objet, c'est-à-dire la liste des styles auxquels on va se référer pour ça. D'accord? Vous avez vu un texte, par exemple, un élément de texte ne peut pas utiliser un style qui a été défini pour une rubrique. Et inversement. D'accord? En vrai CSS, on peut le faire. On peut dire, bah, tiens, maintenant le corps de ma page va utiliser comme, je sais pas, comme police le Times. Pas très en vogue, mais éventuellement. Et ensuite, vous pouvez très bien, depuis un simple texte à côté un simple texte posé sur votre body HTML, ou dans un champ, ou dans n'importe quoi d'autre, vous référez à cette classe qui a été définie là. Ici, non, c'est pas possible. D'accord? Donc, vous avez un style qui va être défini pour un type d'objet. Si tout d'un coup, vous décidez que la police de caractère va passer de Tahoma à Arial, vous devez faire ce changement dans les styles des libellés de texte et dans les styles des rubriques. D'accord? Donc, ceci détermine le type d'objet. Donc, c'est pas dans le style, mais c'est très important. C'est pas dans le style ou dans le thème, mais c'est très important pour déterminer le style. Par exemple, ce qui est juste en dessous là, savoir est-ce que le défilement, comment apparaissent les ascenseurs dans une table externe, pardon. Voilà, ça c'est pas dans le style. D'accord? Ça aurait été très sympa, les comportements là, de savoir si ça c'est l'attribut par exemple enabled de CSS, savoir si un champ est accessible ou non, hein, savoir comment il se comporte quand on tape sur la touche entrée. Ce sont des choses qui auraient été pratiques d'avoir dans un style. Mais tout ça, j'ai fait deux cadres parce que ce qui est entre, en effet, n'avait vraiment aucune raison d'être dans un style, mais ces deux zones-là auraient très bien pu l'être. Elles n'y sont pas. Et enfin, bien sûr, le formatage des données. Voilà, un montant ne se formate pas comme une quantité, etc., etc., etc. D'accord? Ça, là non plus, pas d'enregistrement au niveau du style ou du thème. Donc, pour résumer, ce qui y est, le type d'objet, bien sûr, hein, déterminant, comme je vous disais, pour savoir quel style vous pouvez appliquer. L'élément de modèle dans lequel l'objet est inclus, oui, ça c'est pour les éléments de texte. Vous avez vu, quand on a regardé le CSS, il est défini pour telle partie de modèle. En effet, si vous glissez ou vous commencez à taper un nouvel élément de texte, si vous êtes dans l'entête ou si vous êtes dans le corps, eh bien, le thème permet d'avoir des styles différents. D'accord? Vous avez remarqué ça? Tout ce qui est dans l'onglet apparence, les activations de l'état de rangée active ou survolée dans les tables externes et les éléments de modèle. Et voilà, et il y a tous les héritages du thème par défaut, du thème inclus, dont la police Arial. Alors donc c'est du CSS, mais il n'y a pas de comportement, comme par exemple enabled, actif ou non. Il n'y a pas de masquage, en CSS c'est display. Il n'y a pas de position ni de dimension. Et c'est une cascade très limitée, donc c'est un niveau. Donc il n'y a pas vraiment de C, c'est pas vraiment une cascade. Il y a une cascade entre états. Les états se rapportent à l'état normal. Et c'est limité à un type d'objet, donc comme on disait. Donc il n'y a pas non plus vraiment de S, de sheet. Donc c'est du CSS, mais c'est surtout S. Ce qui est d'ailleurs reflété par la manière dont le FileMaker le dit. On a l'onglet style, hein, on n'a pas l'onglet feuille de style. Optimisation de l'affichage maintenant.
faut pas que j'aille trop vite non plus. Alors, la recommandation de FileMaker est d'abandonner le thème classique. Le thème classique était donc ce que l'on utilisait avant FileMaker Pro 12 sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas un thème à l'époque. Quand FileMaker 12 est sorti, ils sont passés donc à un affichage. Ils ont complètement refait la manière dont on affiche un modèle. Et donc, ils ont bricolé quelque chose pour qu'il y ait le moins de différence possible avec ce qu'on avait avant. D'accord? C'est ce qu'ils ont appelé le thème classique. Voilà. Ils nous recommandent dans tous les sens de ne pas l'utiliser. Pourtant, c'est celui qui est utilisé quand on convertit un fichier, bien sûr. D'accord? Et aujourd'hui encore, en FileMaker 14, quand vous convertissez un fichier qui a été créé avec donc un fichier FP7, il est converti et le thème appliqué, c'est le thème classique. Pour plein de raisons de performance, ils vous disent non, il ne faut pas l'utiliser. À tel point qu'en FileMaker 14, vous ne pouvez plus l'appliquer. Si vous voulez sélectionner un thème pour un modèle existant, il n'est plus dans la liste. Il est bien sûr toujours supporté pour les anciens modèles, d'accord, mais vous ne pouvez tout simplement plus l'appliquer. Si vraiment vous tenez à l'appliquer, ce qui serait vraiment une absurdité, mais vous pouvez quand même le faire depuis la version 13. Je ne vous recommande pas du tout. Donc, abandonnez le thème classique. Il est lourd à afficher, un cauchemar pour iOS et incompatible avec WebDirect. Beaucoup d'attributs définis dans chaque style, hein, donc impossibilité de jouer sur ce que je vous ai montré, c'est-à-dire la mini cascade, l'héritage. Voilà. Et on n'avait pas d'héritage avant la 12, donc il ne faut pas s'attendre à en avoir après en ayant le même thème. Voilà. Préférez partir du thème minimaliste, qui en français prend un E. Donc il y en a deux, hein, un pour le desktop, un pour le touch. Donc il est léger, quoique, de mon point de vue, il aurait pu l'être plus. Il est 100% compatible avec toutes les plateformes, supportées par FileMaker bien sûr. Il y a peu d'attributs définis dans chaque style ou dans chaque état, donc le jeu sur l'héritage est possible. Vous pouvez définir, tiens, je vais décider que mes rubriques utilisent la police times, eh bien ça va s'appliquer aux rubriques multilignes, etc. d'un coup. D'accord? Pas besoin de l'appliquer plein de fois. Et dans le quoique, voilà un extrait donc du CSS minimaliste. Et on voit par exemple donc, pour la barre des boutons, nouvel objet, qui nous ont d'office déjà attribué plein d'attributs, donc avec une couleur de fond par état, etc., etc. Donc vous êtes obligé, si par exemple vous aviez décidé d'avoir une barre de boutons mais qui n'est pas d'état survolé, ça ne fasse aucune différence entre l'état normal et l'état survolé, eh bien il vous faut définir deux fois, puisque vous ne pouvez plus supprimer l'état survolé, d'accord? Donc voilà, je ne sais pas. Autre exemple, pourquoi avoir mis un contour quand on est dans une rubrique? Voilà. Ça veut dire que vous êtes obligé de gérer le fait que FileMaker a décidé pour vous que quand vous êtes dans une rubrique, son contour a une couleur différente. Si vous ne voulez pas qu'elle soit différente, c'est à vous de manuellement, dans votre style, de dire qu'elle doit avoir la même couleur qu'en normal. Ouais. Donc malheureusement, on ne peut toujours pas. Donc il y a moyen quand même, si vous connaissez en CSS, d'aller, et que vous n'êtes pas Yoris, d'aller bricoler le CSS de minimaliste avant de l'appliquer. L'optimisation des objets. Là, on est toujours dans le chapitre optimisation de l'affichage. Hein. Donc certains attributs sont gourmands à l'affichage. Ça prend des cycles processeurs. Par exemple, dès que vous utilisez un ombrage, hein, les ombres externes par exemple sont très gourmandes. Un objet qui doit appliquer une ombre à l'objet d'en dessous, il faut calculer l'apparence des objets qui sont en dessous. Voilà. Les transparences sont évidemment beaucoup plus gourmandes.
gourmand dit éventuellement lenteur, quoique franchement, il n'y a plus, vu le niveau des machines qui demandent maintenant pour faire tourner Pro, ça va, vous avez de quoi voir venir. Sur Go, ça peut quand même déjà être un peu plus critique. Sur FileMaker Go, utiliser des objets tranchables. Bon, eh bien, il se trouve que Douglas nous l'a déjà expliqué, mais comme c'était très tôt le matin, je vous le redis. Donc un objet, quand c'est possible, iOS va le traiter comme va le couper. D'accord, il va en faire 9 images. D'accord, et il va ensuite 9 images vectorielles. Ce qui veut dire qu'ensuite, il est capable de les redimensionner. D'accord? Donc, cette image, par exemple, si vous utilisez le même objet, si vous utilisez, mettons, les mêmes rubriques, qui ont les mêmes arrondis, mettons. Bon, j'aime pas les arrondis, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet. Partout sur votre modèle, d'accord? Même couleur de fond, etc. FileMaker, il a besoin de télécharger une fois le coin supérieur gauche, d'accord? Et il n'a pas besoin de le redemander ensuite à chaque objet. Il va le stocker une seule fois, et puis l'appliquer partout. D'accord? À condition, bien sûr, que vous utilisez la même couleur de fond, le même arrondi, etc. D'accord? Pas des petites variations. Ok? Donc, par exemple, quelque chose qui ruine ça, c'est les cadres en pointillés. Les cadres en pointillés, FileMaker est obligé de le calculer à chaque objet. D'accord? Donc, pour chaque objet, il va être obligé de refaire son calcul, quoi. Il ne va pas stocker une image. Ok, ça va? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là on peut faire? Parce qu'après, on passe à quelque chose d'assez différent. Ah non, excuse-moi, Vincent, je ferai après. Alors, je comprends le problème logistique que ça peut poser. Tu t'en souviendras, Frédéric? Ouais. Donc, optimisation maintenant du développement. L'idée, c'est qu'avec avec les différentes versions de FileMaker, on a de plus en plus de possibilités, on a de plus en plus d'attributs à définir dans les objets, qui tiennent tant à l'aspect visuel qu'au comportement, dans l'interaction, à la position, à l'interaction avec l'utilisateur, etc. Est-ce que j'ai le droit d'accéder à ce champ quand je rentre, quand je suis en mode utilisation, en mode recherche? Est-ce que quand je tape la touche entrée ou retour, on doit aller au champ suivant ou exécuter la requête, etc., etc. Il y a de plus en plus de choses à penser pour chaque objet, d'accord, ou pour chaque modèle. Et donc, on va essayer de factoriser ça pour faire moins d'erreurs et pour avoir moins de choses à faire. Donc, d'abord, on commence par avoir une bibliothèque de modèles, c'est-à-dire que dans une solution, normalement, si vous avez une charte graphique, vous avez un certain nombre de types de modèles. Vous pouvez avoir, par exemple, un modèle formulaire, un modèle liste, un modèle d'impression, un modèle, je sais pas, modal. Je sais pas, ça dépend de votre solution, ça dépend de comment. Voilà. Prenons deux formulaires, ils vont en général avoir les mêmes éléments de modèle, avec si possible les mêmes dimensions, la même hauteur d'en-tête, la même hauteur de pied de page, le même réglage. Voilà, dans les formats de modèle, maintenant vous pouvez désactiver la petite barre noire et blanche là qui était en mode liste jusque là, etc., etc. Toutes ces choses, éventuellement des déclencheurs que vous voulez retrouver sur tous vos modèles, etc., etc. Donc, on n'a aucun outil d'automatisation pour appliquer ça. Commencez par vous constituer des bibliothèques de modèles, des modèles préfaits. Par exemple, je sais pas, vous avez un modèle liste, vous voulez mettre des libellés, des colonnes, des titres des colonnes au-dessus dans l'entête, avec peut-être déjà éventuellement un script, et vous n'avez plus qu'à changer le texte et adapter le paramètre, par exemple. D'accord? Donc, se faire une bibliothèque de modèles. Ça, c'est des exemples. Utiliser un système de grille.
Et ne pas... Oh, je suis déçu. J'avais un effet spécial là. C'est peut-être plus tard. Bon, et ne pas hésiter parfois à opter pour plusieurs modèles. D'accord? C'est tout à fait possible que vos modèles d'impression n'aient que très peu à voir avec vos modèles d'utilisation. Ne vous embêtez pas forcément à gérer, sauf ça se peut tout à fait qu'il y ait aussi des raisons que ce soit dans le même thème. Mais c'est aussi possible que vous ayez vraiment envie de séparer ça pour pas avoir une liste infinie de styles. Et vous pouvez travailler sur plusieurs thèmes. C'est pas un fichier égale un thème. Vous pouvez avoir plusieurs thèmes. La bibliothèque d'objets maintenant, c'est surtout celle-là qui... Donc la première, évidemment, va nous faire gagner du temps, c'est très facile à comprendre. Celle-ci va nous faire gagner beaucoup de temps et faire épargner des erreurs. Il s'agit ici de quoi, en fait? Je vais vous le montrer avant ou après? Je vais vous le montrer après. Pour chaque type d'objet, se faire un modèle, d'accord? C'est-à-dire qu'on va se dire, on va arrêter de penser que on va glisser depuis notre barre d'outils une rubrique, la mettre sur le modèle, et puis ensuite se poser la question de quel style est là? Est-ce que j'ai le droit d'y accéder en mode utilisation, en mode recherche? Comment doit se comporter la touche entrée, le formatage des données? Est-ce que je lui mets 2 décimales, 1 décimale, 0 décimale, etc., etc. D'accord? On arrête de penser comme ça, on n'y arrive jamais. Personne n'y arrive jamais. Il y a trop. D'accord? Donc si vous posez toutes ces questions pour chaque objet, vous n'y arriverez pas. Sinon, vous pouvez toujours envoyer votre candidature. Vous serez reçu avec beaucoup d'égards. Donc, pour l'état accessible, non accessible, par exemple, voilà un des attributs auxquels on ne pense que rarement, trop rarement. D'accord? Voir un modèle avec, je sais pas, un calcul dans lequel l'utilisateur peut rentrer et commencer à taper, bof quoi. Et puis il a un message, non, vous pouvez pas parce que c'est un calcul. Je le savais moi que c'était un calcul, mais juste j'ai pas pensé à désactiver le fait qu'il pouvait rentrer dedans. Donc voilà. Donc il y a aussi le cas des tables externes. Les objets sont formatés différemment, ils ont en général une dimension peut-être un peu différente, etc. Il y a aussi le cas d'un modèle liste. C'est différent. On peut par exemple vouloir se servir, je sais pas, de la bordure de la rubrique pour faire la séparation des colonnes, exemple. Ça peut être dans le cas d'un popover. En général, on veut formater légèrement différemment parce qu'on a un popover à sa propre couleur de fond, donc on veut un autre contraste, en fait, etc. Ou dans le cas d'un onglet, et ce sont que des exemples. D'accord? Donc ça fait beaucoup de choses à penser, quoi. Si je dois penser tout ça, je ne vais jamais m'en tirer. D'accord? Donc je veux une bibliothèque d'objets. Voilà. Donc ce qu'on veut faire, c'est simplement déjà copier-coller des objets. Ok? Donc, je vous montre ce que c'est une bibliothèque d'objets. Donc ici, voilà, j'ai un modèle. Je vais dézoomer comme ça, vous voyez un peu plus. Et puis surtout, j'ai... Voilà. Ici, vous voyez qu'il y a plein d'objets. Je vais passer en mode modèle. Et... ouais, évidemment, c'est pas très contrasté, mais... Vous voyez d'abord la première chose, c'est qu'il y a un système de grille qui est déjà appliqué. D'accord? Donc je vous renvoie la littérature existante, aux nombreux exemples et outils pour vous constituer un système de grille. En particulier les outils et nombreuses sessions de Yann Liqueur qui nous fait l'amitié d'être dans la salle, bien qu'ils connaissent déjà tout ça par cœur. Donc voilà, et puis pour chaque type d'objet, d'accord, on va se créer un objet modèle qu'on a déjà configuré, pas seulement au niveau du style, mais au niveau de tout. D'accord? Donc, quelques exemples. Ici, j'ai une rubrique, texte, une ligne. Ici, il y a tellement d'objets, vous voyez, que je n'ai pas forcément aligné sur la ligne, par contre, ils sont déjà correctement dimensionnés. Ici, une rubrique texte, ligne simple.
D'accord? Je vais regarder, voilà, je vais dire, ben voilà, je vois qu'ici, lui, j'ai dit que c'était le thème par défaut. Pourquoi? Parce que dans ma solution, 99 ou 99% de mes rubriques vont être des textes à une seule ligne, par exemple. Donc je décide que celui-ci, c'est le thème par défaut. D'accord? On reviendra au choix du style par défaut. Mais en gros, c'est le plus courant, sauf exception. Donc, si je regarde, bon, bien sûr, vous imaginez bien qu'on a défini une certaine apparence pour ce style. D'accord? Je ne reviens pas là-dessus, ça c'est bien compris. Mais on ne s'est pas arrêté là. Si vous regardez ici, dans l'onglet Données, eh bien, on voit que celui-ci, il est prévu pour être accessible en mode utilisation et en mode recherche. Qu'on n'a pas sélectionné tout le contenu quand on place notre curseur dedans. Qu'il est configuré pour passer à l'objet suivant quand je tape Entrée. D'accord? Parce que je ne veux pas que mes utilisateurs ajoutent un retour chariot après. Ça doit contenir une seule ligne, d'accord? Etc. Etc. D'accord? Si je regarde maintenant un texte multiligne, toujours accessible, mais lui, par contre, il va passer à l'objet suivant que si je fais tabulation. Ok? Il est configuré, par exemple, j'ai décidé que la zone d'édition, d'accord, ne devait pas afficher de barre de défilement principale. J'aurais pu choisir autrement. D'accord? Mais je l'ai choisi et je l'ai configuré dans cet objet-là. D'accord? Pas de barre de défilement. Donc ça veut dire que quand je clique dedans, la rubrique va s'agrandir. Okay. Des exemples un petit peu plus fins. Par exemple, j'ai ici défini que j'ai un montant. Non, pardon, on va d'abord regarder le texte, la même chose, hein, le texte, une ligne, mais dans un état différent, un état verrouillé, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne veux pas donner accès à l'utilisateur, je veux qu'il voit qu'il n'y a pas accès. Il peut bien sûr voir la donnée, mais c'est un calcul où c'est quelque chose auquel il n'a pas accès. D'accord? Mais il y a un style qui est différent, on voit le texte légèrement grisé, le fond est différent. Et par contre, et donc on voit qu'il n'est pas accessible en mode utilisation, mais il est accessible en mode recherche. D'accord? Et il a, par exemple, un formatage conditionnel, déjà là. Pourquoi? Parce que je voudrais quand même qu'en mode recherche, il ressemble vraiment à un autre objet, parce que je ne peux pas saisir une donnée dedans, mais par contre, je peux tout à fait rechercher. D'accord? Donc si je passe ici en mode utilisation, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de contenu. Voilà, ici, il y a du contenu. Ça, c'est du contenu accessible. Ça, c'est du contenu qui n'est pas accessible. D'accord? Je passe en mode recherche. Il est tout à fait accessible. OK? Donc, ça, c'est déjà fait. Mais ne pas me dire que vous allez le faire pour chaque objet de chacun de vos modèles. D'accord? Si ce n'est pas déjà dans votre bibliothèque, vous ne le ferez jamais. OK? Autre exemple, on a par exemple voilà, un champ date ici. Un champ date où également, on a défini deux états. Encore une fois, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas ces états-là qu'il vous faut. C'est pour cette solution, on a défini que c'était ces états-là. D'accord? Sinon, on vous donnerait le fichier, mais ça n'a aucun sens. Il fait accessoirement 2 gigas dans l'état. Mais alors, ici, j'ai un champ date, et par exemple, on a décidé que dans les champs date, il y a un déclencheur. Un déclencheur qui s'occupe de faciliter la saisie des dates. OK? Bon, peu importe la technique elle-même, ça c'est pas tellement grave. C'est déjà dans nos champs dates. OK? Etc., etc. On a par exemple ici des petites subtilités, vous voyez, avec on manque un petit peu de possibilité de gérer l'icône, c'est-à-dire la petite flèche sur les listes déroulantes, etc. Donc là encore, on a fait du formatage conditionnel pour que, en mode recherche, l'icône, vous voyez, change de couleur et qu'elle, on va de nouveau le faire ici. Hein, donc, j'ai une liste déroulante qui est comme ceci. Voilà, je peux taper un texte ou aller chercher dans une liste et ça ne marche pas. Ça c'est fort. Pourquoi? Parce que je suis en mode recherche, merci. Donc ça marche très bien. Donc vous voyez qu'ici, je n'ai pas accès, d'accord? Mais je veux que si c'est en mode recherche, ça soit la même chose ou presque la même chose. Je n'ai pas réussi à faire exactement la même chose, mais j'ai là encore accès à la liste.
d'accord? Le problème, c'est qu'on ne peut pas désactiver cette icône quand l'utilisateur n'a pas accès à la rubrique, ce qui est dommage, parce qu'on l'invite à cliquer sur un truc auquel il n'a pas droit. Et donc, on a un peu contourné comme ça avec du formatage conditionnel. OK? On a prévu des états voilà, pour les mêmes types de choses, mais dans... ah oui, c'est vrai que maintenant, on change d'enregistrement quand on veut aller à droite. Donc, je vais dézoomer. On a prévu, donc vous voyez, non, je ne vais pas dézoomer complètement. On a prévu les mêmes cas de figure pour le cas des colonnes, c'est-à-dire ce qu'on va trouver dans une table externe, où là, on veut des comportements légèrement différents. Pour X raisons, je ne veux pas revenir sur le détail de pourquoi on fait ci ou ça. On a ici identifié que ce n'était pas la même chose un champ posé directement sur le modèle ou un champ posé dans une table externe. Donc, on a ces objets. D'accord? Voilà l'idée, j'en ai assez montré là, d'une bibliothèque d'objets. Ça va? Voilà, si on regarde les types d'objets, ben, les voilà. Je ne lis pas ma diapo. Il y en a donc beaucoup. Il y a aussi des sous-types d'objets, ou des types de sous-objets, on peut dire, ou je ne sais pas comment il faut... Donc, comme par exemple la rangée externe, l'icône d'un bouton, donc ça veut dire que vous avez sélectionné un type d'objet dans votre inspecteur, et vous pouvez aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire, quand vous définissez un style, vous pouvez choisir la table externe, mais vous pouvez aller choisir aussi la rangée de la table externe. Vous pouvez choisir l'icône des cases à cocher maintenant depuis la 14, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sous-objets. D'accord? Il y a des états, normal, survolé, cliqué, actif. Ça c'est pour la plupart des objets, mais on a aussi principal, alterné et actif pour les ranger. D'accord? Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Alors, on a les types d'objets et leur style. Prenons par exemple l'outil texte. Ben, ça peut être par exemple un libellé de rubrique aligné à gauche, en haut, au-dessus de la rubrique. D'accord? On peut avoir plusieurs niveaux de titres peut-être dans votre modèle qui ne sont pas liés à une rubrique, mais le titre de votre modèle, le titre, etc. On peut avoir du texte qui est là à titre d'indication, un peu un mode d'emploi pour l'utilisateur ou voilà, une alerte, un numéro de page, etc., etc. Donc, on peut avoir beaucoup de possibilités selon la charte graphique. Si je prends un autre exemple, les rubriques juste zone d'édition, pour juste du type texte, ça peut être une ligne ou plusieurs lignes, éditable, enfin bon, on a parlé de ça déjà, des variantes de taille éventuellement, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir toutes les rubriques en même taille, on a peut-être une à laquelle on veut donner plus d'importance, etc. Voilà, et puis les différents cas dont on avait déjà parlé. Alors vous imaginez ça maintenant en combinaison, là, tous ces facteurs, ça commence à faire beaucoup, 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 beaucoup. Hein, et puis en plus, on peut commencer à s'amuser, on peut dire, ah oui, mais tiens, la zone d'édition, même type d'objet, mais si maintenant je mets un nombre dedans, je peux peut-être me poser d'autres questions. Et en effet, oui, j'ai peut-être, est-ce que c'est un entier ou est-ce que c'est un décimal, est-ce que c'est monétaire, etc., etc., etc. Donc beaucoup, beaucoup de combinaisons. Donc, il faut faire des choix. Et ça, c'est ce qui nous rapproche de la mort à chaque fois. Donc c'est très difficile. Se poser des questions comme, dois-je vraiment prévoir le cas d'un web viewer en vue liste sans interaction possible? Dans la charte graphique, les nombres entiers sont-ils centrés, hein, je sais pas, un champ quantité par exemple, alors que les montants seraient alignés à droite? C'est possible. C'est possible que non. Si c'est le cas, est-ce que ça vaut la peine d'en faire un style? Possible. C'est pas quelque chose auquel on peut répondre comme ça. Voilà, quelque chose auquel il faut réfléchir. Affiche-t-on toujours le symbole monétaire ou seulement sur les modèles d'impression? Sinon, alors, est-ce que le montant, on le formate exactement comme des décimales? Le but est quand même de réduire le nombre de styles différents. On ne peut pas avoir autant de styles qu'il y a de combinaisons qu'on vient juste d'évoquer. C'est pas possible, c'est pas humainement possible. Et on perdrait tout l'intérêt en fait d'avoir des styles. Ok? Donc il faut adopter une nomenclature. On en est où dans le timing?
pire, je finis trop tôt. Alors, adopter une nomenclature. Le style le plus courant, le style par défaut. D'accord? Ça, c'est très important pour la facilité d'utilisation pour vous-même de votre style. Je veux rajouter une rubrique. J'ai tout à fait intérêt à ce que le style le plus utile soit le plus courant, pardon, soit le style par défaut. D'accord? Voilà. On a fait, par exemple, ici, dans l'exemple, là, qu'on a reproduit plein de fois d'ailleurs, c'est le fait que dans nos solutions du moins, les cases à cocher, on les utilise principalement comme une option booléenne, cocher ou non cocher. On l'utilise aussi, mais beaucoup plus rarement, pour effectivement présenter une liste à choix multiples. D'accord? Alors là, oui, ben dans ce cas, et pourtant le texte, évidemment, il doit ressembler plus à nos autres textes dans le cas des choix multiples. Mais là, on a plutôt envie, dans ce cas, pour que ce soit plus facile à utiliser, de dire ben, notre style par défaut, là, ça va être le style booléen, quoi, où on ne veut même pas afficher le texte. D'accord? Si je reviens sur l'exemple, vous voyez ici, je vais zoomer. Voilà. Donc, on a un booléen ici. C'est juste coché ou non coché. D'accord? Je lui ai attribué déjà une liste de valeurs qu'on va utiliser dans toute la solution, qui contient juste un 1. Et puis, je vais... je voulais dire... Merci. Je lui ai attribué, par exemple, déjà ici une taille différente de tous nos autres styles. Et puis avec... il y avait un truc à montrer quand même quelque part que je ne vois plus. Voilà, le décalage de ligne de base, d'accord, pour ne pas afficher le texte, parce qu'on ne veut pas le voir, ce 1 là. Il ne veut rien dire. Nous, on veut juste voir une case. D'accord? Donc, on a fait un style comme ça. Et ce style-là, c'est... sois gentil. Ah, tiens. Non, il faut que je dézoome. Non? Oui, j'ai bien compris, mais voilà. Et donc, c'est bien le style par défaut. D'accord? Exception un peu à la règle que je venais de vous dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ok, je ne me comprends plus. Le nommage des styles. Donc, à partir des styles défauts, les différents types d'objets ne peuvent partager les styles de même nom. D'accord? C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. D'accord? Si vous essayez d'avoir deux types d'objets, deux styles qui ont le même nom, alors que de toute façon vous ne pourrez pas les sélectionner l'un pour l'autre, puisqu'ils sont disponibles que pour leur type d'objet, FileMaker vous dit non, il y a déjà un style comme ça. Ok, donc ça veut dire que déjà, au niveau de la nomenclature, on est obligé de différencier nos styles en mettant le type d'objet dans le nom. Donc, on en a besoin, mais en même temps, on s'en fiche. Donc déjà, nous, ce qu'on a dit, ben, écoute, on va le mettre à droite, là, parce que c'est pas grave si le nom du style est trop long et qu'on le voit plus. C'est juste pour que FileMaker ne nous cherche pas des poux à nous dire non, tu as déjà utilisé ce nom de style. D'accord? Par exemple, tout ce qui concerne les colonnes dans les tables externes ou dans les listes, on a précédé de col. Colonne. Il faut aussi être court, hein, parce que l'inspecteur, lui, il est étroit. C'est pour ça qu'il est inspecteur. Lock. Lock, ça, c'est tous ceux qui ne sont pas accessibles. Vous voyez, donc on a mis un autre préfixe combinable, on peut mettre les deux, d'accord? On peut avoir un style call lock. Ok, et donc ça, voilà, ça c'est... Vous voyez, ici, juste pour les cases à cocher, ça grésille. Hein. Juste pour les cases à cocher, on a par exemple, donc, voilà, ici c'est check pour dire checkbox, mais on s'en fiche, ça c'est juste pour FileMaker. D'accord, on a booléen, lock, call booléen, d'accord? Ça c'est un booléen qu'on va mettre dans une colonne, table externe, ou etc. D'accord? Si je reprends un autre type d'objet, prenons notre fameuse rubrique texte.
on a, de nouveau, vous voyez, on a, dans le cas d'une colonne, un nombre centré. Le E pour edit box, on s'en fiche. Mais on en a besoin. D'accord? Colonne, nombre, centré, lock. Ok? Vous voyez l'idée? Pas de photo, s'il vous plaît. Ok? Ça va? Bon, c'est une proposition de nomenclature. Un truc super important dans la manière d'utiliser les objets, c'est d'harmoniser les dimensions. Donc il y a bien sûr le principe de grille, mais il y a aussi ah, c'est peut-être là que j'ai un effet spécial. Oui, le grid system, oui, voilà, je l'avais mon effet spécial. Donc, système de grille, il y a des références en la matière, je ne veux absolument pas empiéter. Et il y a aussi un truc qui est hyper pratique, FileMaker devrait nous le faire déjà dans les thèmes qu'ils nous donnent, mais ils ne le font pas. Ils nous disent bien aligner, sinon c'est moche, tout ça, mais ils l'alignent pas déjà dans le thème, donc c'est pénible. Alignez, faites en sorte que les libellés et les rubriques aient le même comportement, les mêmes marges internes. D'accord? Si vous prenez les thèmes par défaut de FileMaker, c'est pas la même chose. Vous alignez par exemple et vous dimensionnez de la même manière un libellé et une rubrique, la ligne de base est décalée. C'est archi moche. Et donc, ce que font la plupart des gens, c'est que pour chaque libellé, eh ben, ils le décalent. C'est inutilisable. Commencez dans votre thème par modifier le thème, mettez la même marge interne pour les libellés, bien sûr taille de police ou alignement de ligne de base. Vous pouvez choisir d'avoir une police de taille différente, évidemment, mais arrangez-vous pour que la ligne de base de votre libellé et celle de la rubrique soient la même. D'accord? Que vous puissiez prendre votre rubrique et puis la mettre au-dessus, le libellé, le mettre au-dessus ou à gauche de la rubrique et que ça se comporte bien, que vous puissiez les manipuler, aligner avec les outils d'alignement et que vous ne perdiez pas l'alignement justement. Donc, rien qu'en faisant cette petite opération avant de commencer à implémenter et à mettre plein d'objets sur vos modèles, vous allez gagner un temps énorme. Définir les dimensions des libellés comme celle des rubriques, c'est ce que je viens d'expliquer. Je connais quand même mon slideshow en fait. Voilà, mais ça je voulais tellement bien expliquer qu'il n'y a plus besoin de vous le montrer, n'est-ce pas? Ça va? Vous avez compris l'idée? Voilà. Question-réponse. S'il vous plaît. Ça va? Je suis pas trop tôt? Je peux encore dire d'autres bêtises? Oui, Fabrice, tu m'as mentionné quelquefois, alors je vais jouer mon rôle. I rest my case. Je tiens à mon point, enfin, au point de vue qu'on ne touche pas aux feuilles de style CSS directement, parce que, tu sais, on perd support de FileMaker Pro, et surtout aussi, on ne sait pas comment ils vont se comporter dans les futures versions de FileMaker. Pour le reste, je voudrais seulement dire que les feuilles de style FileMaker, ou les thèmes, pardon, ils sont faits en accordance avec les guidelines d'Apple, l'Apple Human Interface Guidelines, ou non. Plus ou moins, à un certain degré quand même. Ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort pour faire des styles qui soient compatibles avec WebDirect, FileMaker Go et FileMaker même. Alors, je tiens au point de vue, il faut plutôt embrasser ce que nous recevons de FileMaker que d'essayer de manipuler et d'aller encore plus loin. Attention, je suis vraiment d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas manipuler le CSS dans les feuilles CSS externes. FileMaker le recommande, le déconseille, merci. Heureusement qu'on a des italophones dans la salle qui peuvent m'aider. Et donc il y a, oui, ça, et en effet, il le déconseille vivement. Je ne vous conseille pas non plus de le faire. Par contre, utiliser les styles et modifier les thèmes, ça, oui, vraiment, je vous. Oui, voilà. Là, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Ouais. Question bête. Je suis encore en 13, j'attends encore un moment pour passer la 14. J'ai fait la conversion de ma base. Tu ne dois pas me dire comment faire, un oui ou un non. Donc j'ai hérité le style, on va dire, classique. Dans mes 2400 modèles, est-ce que je peux mettre un style standard sans passer de modèle à modèle? Non. Génial. Non, voilà. Ceci dit, je pense pas non plus que, enfin, bon,
sauf si ton thème est vraiment celui de base de FileMaker, tu n'auras pas un bon résultat non plus. Ça demande quand même un peu de boulot. Il y a un truc que j'aurais pu vous mentionner, tant qu'à parler un peu de ces manipulations, disons, à grande échelle sur les modèles, c'est ça. Un outil qui est devenu gratuit, qui est fantastique, qui s'appelle FM X-Ray Specs. La plus grosse difficulté d'utilisation, c'est de se souvenir de son nom à chaque fois. Et comment? Ah bon? Moi j'ai Google. Faudrait que je te montre, Vincent. Donc, ouais, non mais toi t'es le monsieur micro, alors tu pourrais quand même. Non mais alors, je vous montre le truc. Ce que je fais, je sélectionne tous les objets ici de mon modèle, je copie. Je vais faire comme David Julot, je le fais à la souris. Comme ça, tout le monde voit bien que j'ai copié. Attention, je vais changer mon application à la souris. Il n'y a pas de petite vengeance. Et je clique sur Clipboard Refresh. Et là, magique, j'ai la liste de tout ce que j'avais copié, étonnamment. D'accord? Qui peut... donc, avec, je vois le type d'objet, le nom, la table représentée, etc. Le format, par exemple, ça m'intéresse tout à fait de voir ce qui est activé, accessible en mode utilisation ou en mode machin, etc. Et qui plus est, j'ai un petit tiroir sur le côté qui me permet, par exemple, je ne veux afficher que les rubriques, d'accord? Je décoche tous les non-fields et j'ai cela, par exemple. Je peux filtrer comme ça, d'accord? Donc, ça n'est pas un outil de... vous ne pouvez pas modifier votre... vous ne pouvez pas modifier, bien sûr, vous pouvez aller, il y a plein de choses ici. Vous ne pouvez pas, bien sûr, modifier votre modèle avec ça, mais vous pouvez l'analyser et repérer des problèmes. Notamment si vous avez déjà une bibliothèque d'objets qui nomme les objets, et que vous dites, ben, tiens, enfin, vous arrivez à avoir une petite nomenclature qui vous, dans vos nommages d'objets qui vous permet de détecter une anomalie, vous pouvez vous amuser, enfin, l'outil ne suffit pas, mais quand même à détecter une incohérence entre le nommage d'objets et les attributs qui sont cochés. D'accord? Voilà. Donc c'est une petite... ça a le même principe que Clip Manager, mais c'est vraiment très spécifique pour ça. C'est gratuit, mais ça a un inconvénient, ce n'est pas nos confrères et amis de l'Esterius qui le sortent. C'est tout. Mais non, mais ça ne permet pas la même chose du tout, mais juste pour l'analyse des objets de modèle, c'est très bien. Voilà. C'est non, je pense pas, non. Je ne pense pas que ce soit... Non, j'en sais rien en fait. J'ai une fâcheuse tendance à développer sur Mac, et donc ceux qui veulent se mettre d'eux-mêmes dans des situations un moins confortables, libre à vous. Je ne sais pas. Une question, donc, pour les nouvelles applications, c'est évident que d'avoir cette discipline des bibliothèques, d'objets, des thèmes, des styles, tout ça, on voit bien qu'il y a. Malheureusement, il faut maintenir tout un parc d'applications dont certaines ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais. Et donc le client, quand on arrive en plus à lui vendre la version 14 avec les styles, les beaux écrans, les beaux icônes, il est super. J'ai envie d'avoir des écrans qui ressemblent à un truc propre maintenant. C'est l'occasion ou jamais alors. Et pour moi, j'ai rencontré pas mal de difficultés à passer d'un truc dégoûtant à un truc propre en appliquant le style et le thème, parce que ça change la taille des objets, et puis on se trimballe les attributs qui avaient été mis individuellement sur chaque objet. J'ai pas trouvé de méthode rapide, parce sinon on peut vite passer 1 heure sur un modèle, quoi, minimum. Non, on ne peut malheureusement, on ne peut pas enlever un attribut qui était affecté, d'accord? C'est juste là. On n'a pas de gomme en Voilà, fait. y a pas de, il manque juste une gomme en fait. Voilà. Une gomme, je crois qu'il y avait en FileMaker 12. On avait un petit bouton dans l'inspecteur avec oui, une diagonale rouge qui était super pratique pour non, ça. En fait, c'est ça, je me dis en même temps, mais elle y est toujours. Mais à force de changer les icônes de version en version, on ne sait plus ce que ça fait, mais c'est vrai. Tout à fait, vous avez raison. Tu as raison, Jérémy. Il y a ici un objet, un outil en fait, qui permet de dire qu'on va réappliquer le style, d'accord, complètement. C'est-à-dire qu'on va effacer en effet les attributs locaux.
Oui, et donc réappliquer le style. Mais ça, dans le scénario de Frédéric, ça ne va pas que simplifier. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire finalement? Je n'ai pas tout à fait bien compris avec cette rectificatif-là. Donc on peut réappliquer le style comme si l'objet était nu. D'accord? Comme si... Voilà, on peut... Oui. J'ai été clair ou inintéressant, c'est l'un ou l'autre. Ça va? On a fini?